Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le nouveau podcast de la Nuit étudiante intitulé Sensibilisation contre le racisme. Et avant toute chose, je vais demander à mes collègues de se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Cynthia, j'ai 24 ans et je suis militante chez SOS Racisme depuis juin 2024. Bonjour, je m'appelle Salma, j'ai 22 ans et je suis militante chez SOS Racisme depuis octobre 2024. Bonjour à tous, je m'appelle Kaina, j'ai 18 ans, je suis étudiante à la fac d'Evry en première année de droit. Quant à moi, je suis aussi étudiant à l'université d'Evry, j'ai 22 ans, je suis en L2 de droit, mais je suis surtout membre de l'association Révolte-toi Evry, une association qui est en étroite collaboration avec SOS Racisme et surtout la News étudiante qui s'occupe d'encadrer ce podcast aujourd'hui. Merci à eux. Du coup, je voulais en profiter pour remercier déjà nos étudiants ainsi que Révolte-toi Evry pour ce podcast qui s'inscrit du coup dans le cadre de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme qui se tient du coup le 21 mars, donc la semaine du 21 mars. Et on a hâte du coup de mener ce projet à bien et qui se couple aussi avec un autre projet qui arrivera le 19 mars, mais je vous en dis pas plus. Et c'est assez marrant quand même qu'on passe d'une petite discussion en after et qu'on le concrétise enfin. Parce que ça fait un moment qu'on en avait parlé. C'est vrai. Mais du coup, moi, la question que je me pose, et je pense que Kaina se pose la même question, en vérité, c'est quoi le racisme? C'est quoi la SOS Racisme? Et dites-nous en plus, on veut que ce soit un peu plus clair. Déjà, je pense qu'on peut commencer par présenter l'association. Si tu veux. Oui, carrément. Alors du coup, SOS Racisme, on a été créé en 1984. Donc c'est un contexte dans lequel il y avait énormément de violences racistes. Et il y a eu aussi, suite à ces événements et à ces agressions racistes, énormément de mobilisation de la part de la jeunesse pour notamment dénoncer le quotidien de personnes noires et arabes dans le pays, qui se faisaient régulièrement agresser par des militants d'extrême droite. Donc nous, chez SOS, on lutte contre trois choses. Donc le racisme, l'antisémitisme et toute forme de discrimination. Et pour ce faire, du coup, on utilise plusieurs trucs. Donc on a un pôle d'éducation populaire. Donc ça va être tout ce qui est atelier de sensibilisation auprès des jeunes pour parler de déconstruction des préjugés, pour donner des définitions de racisme, antisémitisme, pour les aider aussi à comprendre ce que c'est la discrimination et comment eux, ils peuvent lutter contre. On a aussi le pôle mobilisation citoyenne. Donc ça va être tout ce qui est manifestation, mobilisation en général. On va être présent sur des festivals, on va être présent sur des événements culturels. Et aussi le plus gros pôle, la permanence juridique. Donc ça va être tout ce qui est accompagnement aux victimes de discrimination, les aider à monter un dossier, les aider à prouver qu'ils ont été discriminés également. Et on va aussi mettre en place tout ce qu'on appelle des testings. Donc en gros, on va prendre des groupes de personnes différentes. Donc on va avoir un couple de personnes noires par exemple, un couple de personnes arabes et un couple dit contrôle de personnes blanches. Et on va les envoyer dans des établissements, ça peut être des restaurants, des boîtes de nuit. On a fait aussi des testings dans l'immobilier et dans la santé. Et on va voir en fait comment est-ce que ces personnes sont reçues pour pouvoir réaliser si oui ou non certains établissements pratiquent la discrimination. Et on a eu plusieurs dossiers comme ça. Et il y a aussi un dernier aspect dans lequel on va pouvoir se porter partie civile dans des procès. Par exemple, tous les propos racistes et discriminatoires ou antisémites qui vont se tenir dans l'espace public, que ce soit à la télé ou dans les médias, et notamment par des personnalités publiques, on va pouvoir porter plainte et tout simplement... Oui, porter plainte. Porter plainte, ouais. Surtout, au-delà de l'amende ou de la peine qui va être donnée par la suite, surtout mettre un mot sur les choses et avoir une condamnation. Pour donner un exemple concret, on a actuellement 7 procès en cours contre Éric Zemmour. On en a déjà gagné 4. Et ça montre en fait que les propos qui ont été tenus sont reconnus comme étant des propos haineux, illégaux surtout, et mettre des mots en fait sur les propos racistes, les actions racistes, tout simplement. Vous apportez finalement un caractère de légitimité un peu à ce qui s'est passé. C'est un peu, je vais un petit peu vulgariser le propos. Vous y connaissez, hein, vous savez de quoi vous parlez en matière de racisme, à SOS Racisme. Du coup, vous venez dire, écoutez, nous, on sait de quoi on parle en tant que SOS Racisme, et vous venez défendre les parties civiles sur ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont subi. Et c'est vous qui... Cynthia, tu as parlé de discrimination. Quelle différence vous faites entre la discrimination et le racisme ?
Si je peux répondre à la question. Déjà, nous, on distingue effectivement le racisme de la discrimination, parce que le racisme, déjà, c'est une idéologie, c'est une façon de penser. Ça veut dire que personne n'est né en étant raciste, ça n'existe pas un bébé raciste. Hitler, avant d'avoir fait ce qu'il a fait, c'était pas un bébé antisémite. C'est une idéologie qui a été théorisée dans les années 1800. Mais concrètement, le racisme, c'est quoi ? C'est une façon de penser. C'est croire qu'il existerait déjà plusieurs races humaines, basé sur du coup des critères, par exemple l'origine, la couleur de peau, la religion, la culture, et du coup utiliser ces critères-là pour faire des catégories. Ces catégories vont être hiérarchisées, ça veut dire qu'il y aurait des gens supérieurs et des gens inférieurs, ce qui va créer une espèce de pyramide. Et cette dynamique-là va créer de la domination, c'est-à-dire que les gens qui sont supérieurs vont avoir des actions, des rapports avec les gens inférieurs, de manière à les dominer. Et ça va se concrétiser par la discrimination. Donc, il y a une articulation du racisme. Ça va s'articuler par d'autres choses, notamment l'esclavage, c'est une conséquence du racisme. Ça va se concrétiser par des génocides, par des crimes de guerre, par de l'harcèlement. Le harcèlement, c'est aussi, surtout auprès des jeunes, tout simplement. Dans les milieux scolaires, le racisme s'articule souvent sous forme d'harcèlement. Et on en parle beaucoup justement pendant nos interventions dans les milieux scolaires. On fait vraiment un point sur le harcèlement, histoire de ne pas le banaliser. Et on fait surtout un point sur l'humour, justement, à travers toutes les blagues racistes en soi. Et on en parle beaucoup, tout simplement. Donc, le racisme, c'est vraiment une idéologie. La discrimination, ça va être une action. Ça va être passé à l'action. Et justement, la discrimination, c'est reconnu dans la loi comme étant, en fait, l'action de traiter des personnes différemment dans l'accès à un bien ou un service. Et d'ailleurs, il y a des critères qui permettent de reconnaître la discrimination. Ça veut dire qu'on a une liste d'environ 25 critères avec des sous-critères. Dans cette liste-là, on va trouver, par exemple, l'adresse, le genre, l'origine, la race supposée ou non. Bref, plein de critères de cet ordre-là qui va permettre du coup d'identifier s'il y a discrimination ou pas. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, ça c'est clair. En fait, tu renvoies un petit peu... aux droits et aux devoirs que certaines races pourraient avoir de plus ou de moins que d'autres en fonction de ce qu'ils sont. Ça renvoie, pour revenir un petit peu à ton exemple de Hitler, ce serait pour prendre la race aryenne un petit peu qui était une race liminaire, primaire sur toutes les autres, et qui avait tous les droits, tous les devoirs comparés aux autres races un petit peu du point de vue d'Hitler en tout cas. Justement, on fait un point sur dans nos ateliers. Il y a un atelier qui s'appelle Faire reculer les discriminations, où quand on définit le racisme, on fait surtout un point sur un terme qui est important, c'est le mot race. En soi, on explique bien, on insiste bien sur ce terme en disant que ce terme-là en France n'existe pas. On ne doit pas l'utiliser quand on parle d'être humain, d'individu. Donc quand on parle dans l'exemple que je suis donné en soi, race aryenne, nous on ne reconnaît pas ça. On reconnaît qu'en fait qu'il y a une seule espèce humaine. Donc même, on ne dirait même pas qu'il y a une race humaine, on dit vraiment qu'il y a une espèce humaine. En fait, on prend le temps d'expliquer aux jeunes l'importance des mots qu'ils utilisent. Ça veut dire faire la différence entre harcèlement, discrimination, racisme, race ou pas. Vraiment déconstruire, questionner, développer l'esprit critique. Même les blagues qui nous sortent, des blagues basées sur des clichés, des préjugés racistes, du type, j'en donne un exemple comme ça, quand on éteint la lumière, on voit plus les personnes noires. Là, on va débunker là-dessus. On va dire un peu, en fait, pourquoi est-ce qu'on pense ça ? C'est quoi l'idée derrière ? Pareil, quand on va faire la blague noir singe, noir banane, etc. Pareil, on fait un lien entre l'histoire, entre d'où ça vient, notamment l'histoire des zoos humains qui ont existé à Paris. Et d'ailleurs, fait quand même intéressant, le dernier zoo humain qui a fermé en France date d'il y a à peine 30 ans, 1994. Ce qui montre bien qu'en fait, même si ces zoos-là, les zoos humains n'existent plus, ok, mais l'idée qu'il y a derrière, elle existe toujours dans nos sociétés. Pourquoi ? Parce que il y a une certaine libération de la parole raciste. Au-delà des blagues, il y a une libération tout court de la parole raciste. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de sensibiliser les jeunes sur ces questions-là. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis par rapport au point de vue de l'humour. Je ne sais pas si peut-être Cynthia, tu pourrais surenchérir après. C'est peut-être un terrain glissant parce que certaines personnes seraient plus d'avis de dire qu'on peut rire de tout, que c'est juste de l'humour et puis à partir du moment où ça ne blesse personne, ça va. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui seraient visées, qui seraient les premiers à rigoler de ce genre de blagues. En quoi c'est mauvais ? C'est juste de l'humour, on va dire. Je peux comprendre, il y a certaines personnes, on n'a pas tous le même humour. Moi, je peux rire de tout, à partir du moment où on ne dit pas ma mère, j'ai l'habitude de le dire. Mais en quoi ça serait mauvais justement de faire des blagues autour du racisme ? Ok, alors nous, on insiste vraiment sur 2 points quand on parle à des jeunes,
ou même quand on déconstruit un peu tous ces préjugés qu'il peut y avoir dans certaines blagues racistes. Nous, notre ligne à SOS, c'est vraiment de dire que même sous le ton de l'humour, les paroles, quand on fait une blague raciste, ça reste quand même des propos racistes. Genre ça, c'est évident. Genre même sous le ton de l'humour, c'est quand même des propos racistes que l'on tient. Et du coup, il y a une certaine responsabilité qui vient avec le fait de tenir de tels propos. Et ce qu'on dit aussi souvent auprès des jeunes, c'est que la notion de consentement, c'est hyper important quand on reçoit cette blague, tu vois. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie de recevoir des blagues et sous l'effet de groupe, tu vois que tout le monde rigole, ben tu rigoles. Tu comprends peut-être pas forcément la blague, tu comprends peut-être pas forcément les sous-entendus racistes qu'il y a derrière la blague, mais tu peux rigoler parce que ben, t'as pas toutes les clés en main pour comprendre l'origine de cette blague, qui souvent ont des origines assez dures, tu vois. C'est comme Salma ce qu'elle disait tout à l'heure. La blague noir singe, on parle quand même de zoo humain, c'est un passif très lourd et il y a des sous-entendus hyper importants et qui sont lourds de conséquences dans l'histoire avec toutes ces blagues-là. Du coup, on insiste vraiment sur cette question de consentement parce que ça peut conduire à du harcèlement ou ça peut conduire au fait que ça va souvent être toujours la même personne qui est pointée du doigt, toujours la même personne qui reçoit ces blagues-là. Et sous l'effet de groupe, c'est pas souvent évident, genre surtout en tant que jeune, de se dire « Ah, en fait, là, j'ai plus envie. Là, en fait, je consens pas trop. » Et t'as ce truc d'effet de groupe où tu vas juste rire aux blagues et même sous l'effet du choc, en fait, genre les personnes réagissent pas forcément tout le temps. Du coup, on va parler de consentement et surtout, ce qu'on va faire, c'est un peu d'essayer de débunker toutes ces blagues racistes et faire en sorte que, au moins, les personnes réalisent d'où ça vient. Et c'est comme ce que Sam a dit tout à l'heure, on n'est pas la police de l'humour. On n'est pas la police de l'humour, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut dire ou ne pas dire, mais il faut juste réaliser que ces blagues-là ont des connotations historiques qui sont graves et qu'il faut que ce soit consenti par la personne qui reçoit la blague. Et aussi responsabiliser les personnes qui tiennent ces propos-là et leur expliquer que oui, ce sont des propos racistes. Et par exemple, si tu le dis en public, en fait, les personnes qui ne seront pas, qui ne feront pas partie de cette blague-là vont juste se dire ok, cette personne tire des propos racistes, tu vois. Je sais pas, il y a beaucoup de choses et tout à prendre en compte et c'est ce qu'on essaye de faire quand on est en intervention avec des classes et des jeunes. Ok, je comprends. C'est ça. Après, c'est concret, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je vous rejoins parfaitement sur la notion de consentement. Il y a des gens qui se permettent des choses, on va dire. C'est un peu le sujet central c'est la question centrale du sujet. Il y a des gens qui se permettent des choses et en fait, là où vous allez mettre le point, c'est plutôt faites-le avec ceux qui sont d'accord. Si vous autant le faire, d'accord, mais on n'est pas la police de l'humour, mais faites-le avec ceux qui sont d'accord. C'est un petit peu en d'autres termes que je répète ce que vous dites. Donc ça veut dire que c'est pas vraiment non, on sait pas bien, etc. Donc si jamais, par exemple, j'ai un ami arabe, un ami noir, un ami juif, un ami asiate, si jamais je suis un petit peu border, on va dire, sur les blagues, à partir du moment où il est d'accord, c'est bon, il n'y a aucun problème. Justement, ça dépend de sa sensibilité, dans le sens où, en effet, s'il accepte ce genre de blague, ça regarde que toi et ce camarade-là. Mais ça veut pas dire que tu es libre du coup de faire ces blagues-là avec les autres personnes qui représenteraient, même s'ils ne représentent personne, chacun est son propre individu et n'a pas de devoir de représenter de sa communauté. Pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, quand je disais, moi je tolère pas les blagues sur les mamans. Ouais, par exemple, ça c'est vraiment une limite à laquelle je n'arrive pas. Il y en a d'autres qui vont être plus lesses sur ce sujet-là, ils vont être plus aptes à tolérer ce genre de blagues. Ce que je ne comprends pas d'ailleurs, mais chacun son humour. Hein. Oui. Mais justement, en fait, la question du consentement, elle est super importante, mais il faut, dans tous les cas de figure, il ne faut pas oublier que la parole qui est sortie, dans son ADN, on va dire, elle est raciste. Oui. Ça veut dire que quand on va dire pour appeler son ami, on va dire ouais, l'arabe vient là ou ouais, le kahlouche vient là, qu'on dise les termes, on est sur une idéologie pensif raciste en soi. Et le fait que des personnes soient d'accord avec ça, pourquoi pas, la sensibilité n'est pas touchée, pas de souci, mais il faut vraiment garder en tête que la parole en soi est raciste et qu'il faut juste être conscient là-dessus et se responsabiliser là-dessus. Ça veut dire que si à côté nous,
nous on voit des actions, des agissements racistes à côté, bah, qu'on soit capable de se dire ah mais ça c'est raciste, peut-être genre bah, en fait se demander si la personne est ok avec cette arme là, se demander en fait si c'est consenti, etc. Parce que même si pour nous c'est ok, voir si à côté notre pote à côté, c'est pour ça que du coup on nous appelle touche pas à mon pote, c'est cette idée en fait de s'intéresser aux autres, de regarder ce que l'autre peut subir comme forme de haine. C'est-à-dire que moi par exemple je suis pas touchée par l'antisémitisme, bah pareil. Si je vois un pote touché par ça et ça me semble pas ok, faut le dénoncer, faut le reconnaître, faut savoir le reconnaître déjà, ce qui est important, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs. Il faut être en capacité du coup de savoir faire la part des choses tout simplement. Je suis totalement d'accord en fait avec ce que vous dites, c'est un peu plus clair du coup. Je me demandais, Kaina, t'as peut-être des choses à surenchérir, t'as peut-être des questions à leur poser par rapport à ce qu'elles font. Oui, c'est ça. En fait, c'était par rapport à l'humour noir. Moi, je voulais dire que j'étais totalement d'accord avec vous. Parce que moi, j'ai vécu dans un endroit où j'étais que entourée de blancs, on va dire les termes comme ça. Donc du coup, j'étais l'une des seules de couleur. Et en fait, il y a des personnes qui faisaient de l'humour noir et qui faisaient des blagues super méga racistes. Et en fait, ils ne s'en rendaient pas compte. Ils cachaient ça sous le ton de l'humour et ils trouvaient ça carrément normal. Et en fait, j'ai l'impression que depuis enfant, il n'y a pas eu vraiment de sensibilisation par rapport à ça. Et à quel point ça peut être blessant. En fait, moi, je pars du principe que l'humour noir, on ne peut pas le faire à n'importe qui, on ne peut pas le faire sans la notion de consentement. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant, parce que c'est vrai qu'au début, par exemple, à moi, on ne m'expliquait pas forcément c'était quoi la notion de consentement dans tout ce qui était humour noir, etc. Et en mode, si j'avais su ça, eh ben, j'aurais pu expliquer mieux en quoi c'était problématique. C'est marrant, le concept de perception que tu parlais tout à l'heure, Cynthia, revient, parce que toi tu parles il cachait ça derrière de l'humour. À aucun moment tu t'es dit que c'était 100% de l'humour et qu'il ne le pensait pas? Bah en fait, il y a un moment où je me suis dit, c'est un peu difficile. Parce que c'est vrai que à chaque fois, il n'y a aucun adulte qui leur disait non, c'est pas normal, etc. Et je me disais que au fond, il y avait quand même des préjugés racistes et que parfois c'était carrément raciste. Parce qu'il y a des choses que mon frère, par exemple, moi, j'ai vécu dans ce genre de milieu où on sent vraiment qu'on est en minorité, où on se dit des fois, ouais, c'est vrai, ils sont racistes. Et parfois, quand on venait me parler, on venait me dire, non, je suis pas raciste, etc. Moi, je rigole, mais parfois, je me dis, mais le racisme est tellement banalisé que c'est devenu des blagues, ce genre de propos, en fait. Et c'est vrai que c'est une bonne question. C'est ça en fait sur quoi, du coup je rebondis par rapport à ton histoire, c'est ce sur quoi vous luttez vous quand tu parles de débunker ces blagues, surtout de ne pas oublier l'ADN raciste, tu parlais d'un ADN Salma, c'est qu'en fait je comprends mieux, parce que maintenant du coup il y a une certaine perception de l'autre côté qui n'est pas forcément la réelle perception de la chose. Je parle pour moi par exemple, moi si je fais une blague, c'est vraiment à titre humoristique et c'est tout. C'est vrai que pour certaines personnes il peut y avoir une part de vérité, par contre pour la réception, elle ne peut pas forcément réceptionner exactement comment nous, on l'a envoyé. C'est surtout ce genre de choses que vous voulez, on va dire, promouvoir, enfin lutter contre. Bah, oui, dans le sens où, en fait, peu importe qui sort cette blague, en fait, la personne en face, peut-être qu'elle te connaît pas forcément, même si elle te connaît, bah, elle a le droit que, bah, un jour, elle se dise, mais en fait, cette blague-là, hier elle passait, aujourd'hui, elle ne passe plus. Ça veut dire que le consentement, c'est pas une seule fois, c'est à renouveler tout le temps. Mais du coup, comment on fait par rapport à ce principe de consentement variable? Comment on fait comment je peux savoir, pour prendre l'exemple d'un ami, comment je peux savoir si aujourd'hui il est apte de recevoir cette blague, si demain il n'est pas apte, etc. Je dois tout le temps, pardon, je me prends un petit peu au niveau de l'absurde, c'est juste surtout pour comprendre, mais est-ce que je dois tout le temps lui demander l'autorisation? Bah justement, c'est ça la question à se poser, dans le sens où est-ce qu'il faut en arriver là pour pouvoir dialoguer avec son ami, ou est-ce qu'en fait, juste tout simplement, les blagues racistes, on n'en fait plus. Mais du coup, en vrai, ça dépend dans le sens où tu peux pas. Je comprends que l'effort de demander à chaque fois si c'est possible de faire la blague ou pas, c'est un effort qui semble absurde, y a pas de souci. Mais dans ces cas-là, en fait, la question de faire cette blague raciste ou pas, parce qu'on est quand même conscient que c'est une blague raciste, on la fait pas tout simplement pour éviter du coup d'être dans un truc où on va attaquer une personne sans le vouloir forcément. Donc, question de consentement, c'est important. Et des fois, juste pas besoin de faire la blague, tout simplement. Ouais, c'est un principe d'humanité, finalement, tu prends pas le risque. Exactement. Tu prends pas le risque, faut pas blesser autrui, du coup on prend pas le risque. Je comprends. Du coup on va passer maintenant vous avez des anecdotes, je crois que vous êtes venus avec des anecdotes tous, c'est un peu le but de tout ça. Est-ce qu'il y en a
une d'entre vous qui veut commencer. Tu avais parlé tout à l'heure, Cynthia, Oui. de propos que tu as reçus. Ouais, c'est ça. Alors du coup, moi, faut savoir que j'ai toujours été confrontée au racisme, en vrai. Et ça très tôt. Enfin, je l'ai vu avec mes deux parents, enfin, qui ont été victimes avec moi, genre j'étais avec eux, et qui ont été victimes de, pardon, de propos et d'actes racistes. Mais je l'ai surtout vécu, moi, personnellement, à l'école. Faut savoir que quand j'étais en primaire, j'étais dans une école où il n'y avait pas beaucoup de diversité. J'étais la seule personne métisse de ma classe. Enfin, il y avait vraiment que des personnes blanches, tu vois. Du coup, pour eux, ben, j'étais la seule noire de la classe, j'étais la seule noire du primaire. Du coup, ben, petit à petit, en fait, il y a des petits. Je pense qu'ils ont dû forcément entendre des trucs chez eux ou que sais-je, parce que en fait, les enfants, c'est vraiment des éponges, tu vois. Oui. Donc, ils vont pas être foncièrement racistes, mais je pense qu'ils vont entendre des trucs. Ou ils vont voir des représentations à la télé qui vont faire qu'ils vont répéter ça. Et du coup, ils ont commencé à répéter ce schéma-là avec moi et à me mettre un peu de côté. Parce que, mais tu vois, genre, en fait, c'est très. Enfin, c'est un peu bête parce que t'es enfant. Du coup, ça va être ah, t'es plus foncé, c'est bizarre. Ah, ils sont de quelle couleur tes parents? Ah, ta maman, elle est caca. Du coup, nous, on veut pas rester avec toi. Du coup, on veut pas traîner avec toi. Et puis, petit à petit, ça te met de côté. Et c'est comme ça tous les jours. Et c'est les mêmes blagues. Et je suis la seule personne à qui on fait ces blagues dans la classe. Sur une classe de 30 élèves. On revient sur le principe, sur le concept de harcèlement Ouais, scolaire. c'est exactement ça. Fait de groupe. Ouais, c'est ça. C'est l'effet de groupe, c'est l'effet aussi de... Ben, en fait, quand on est petit, ou genre même en général, enfin moi ça m'arrive, même à 24 ans, je me prends des fois des remarques racistes et des fois sur le moment t'es un peu choqué, tu vois. Et du coup, genre quand t'es petit et quand c'est tous les jours comme ça, et que tu vois que les adultes autour de toi ben, ne disent rien, et que tous tes camarades en fait sont dans la confidence et toi t'es un peu à l'écart en mode... c'est un peu bizarre ce qui se passe, mais comme personne ne dit rien, peut-être que c'est normal, peut-être que c'est juste moi qui dois, je sais pas... prendre sur moi ou genre juste rigoler aux blagues qu'on fait en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de cette notion-là avec Salma de consentement et de comprendre pourquoi est-ce que même sous le ton de l'humour, c'est des propos qui peuvent être graves. Parce que moi, sur le moment, en fait, je savais même pas ce qui se passait. Et petit à petit, ces blagues, le fait de mettre à l'écart, ça s'est transformé en un truc qui a été plus violent et agressif. Enfin, vraiment, des fois, t'avais des personnes qui s'en prenaient à moi, physiquement. Genre, en fait, c'est passé de blagues à vraiment des remarques racistes, à on me met de côté et à carrément à de l'agression, tu vois. Et c'est un peu pour rompre ce cycle-là qu'on essaye de responsabiliser les gens et de faire en sorte qu'ils développent un esprit critique et qu'ils se rendent compte de comment ces mécanismes de haine peuvent avoir des conséquences genre dramatiques sur la vie des gens. Surtout quand t'es en pleine construction en étant petit. Okay. N'hésite pas à changer subtilement de sujet si jamais je rentre dans quelque chose d'un peu trop personnel. Tu l'as vécu comment toi? Ça crée un traumatisme un peu chez toi En fait, honnêtement, ça a été trop bizarre parce que je pense que pendant longtemps, je ne comprenais pas réellement ce qui se passait, tu vois. Enfin, en plus, c'était à une époque... Enfin, là, je sais qu'il y a eu des énormes efforts au niveau de l'éducation nationale. Enfin, moi, je sais qu'en intervention d'éducation populaire, tu rentres dans une classe, tous les petits savent ce que c'est l'harcèlement, tous les petits savent le reconnaître. Mais moi, à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était, tu vois. Enfin, limite, c'était un non-sujet. En fait, c'était juste accepter qu'il y avait genre des personnes qui étaient mises à l'écart dans la classe et c'était comme ça. Il y avait des personnes qui allaient recevoir plus de moqueries, plus de blagues et c'était juste un fait, tu vois. Enfin, limite, les adultes, ils faisaient rien autour de nous. Du coup, pour moi, c'était... En fait, c'était tellement normal parce que personne n'en parlait. Du coup, je remettais pas en question ce truc-là. Mais je savais quand même qu'il y avait un problème. Dans le sens où je comprenais pas pourquoi moi, ma famille serait bizarre, pourquoi elle serait pas normale comparée à leur famille. Enfin, tu sais, c'est des trucs comme ça. Enfin, toi, tu vois pas ces différences-là que t'as avec les gens. Et du coup, genre, ça a été hyper compliqué pour moi. Et je pense vraiment, genre, j'ai commencé à développer, tu sais, une sorte de petite phobie scolaire en mode, putain, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Jusqu'où ça a été compliqué au niveau mental? T'as eu des mauvaises pensées dans ta tête, peut-être la vengeance, ou peut-être même, je sais pas si t'étais assez correct pour penser au suicide, peut-être? Non, en fait, j'étais vraiment petite, tu vois. Okay. Enfin, genre, vraiment, là, je te parle de fin primaire, CM1, CM2, tu vois, ça a quand même duré une bonne année. Mais le truc, c'est que, ouais, clairement, j'étais dans la vengeance. Enfin, sur le moment, c'était même pas de la vengeance, c'était juste, les adultes ne m'écoutent pas. J'en parle à mes parents, mais ils en parlent à mes profs. Les profs ne font rien, la maîtresse ne fait rien. Et ça continue, ça devient de plus en plus physique. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais pas me laisser taper, en fait. Et du coup, je rendais les coups. Sauf que tu rends les coups, mais toi aussi, tu te rends un peu coupable parce que, certes, c'est de la légitime défense ou quoi que ce soit, mais aux yeux de l'école, des maîtres et des maîtresses, tu rends les coups. Donc, toi aussi, t'es dans le coup. Toi aussi, tu deviens un peu genre...
une sorte d'agresseur, tu vois, genre vis-à-vis de tes camarades. Du coup, ça a été hyper compliqué. Et Agresseur. ouais, c'est ça. Et du coup, la seule solution, enfin, en guillemets, c'est pas vraiment une solution, mais genre, ça a été de changer d'établissement, tu vois. Tellement ça devenait grave et tellement j'en pouvais plus, en fait. Et le truc, c'est que, petite, j'arrivais pas à extérioriser tout ça avec les mots parce que je comprenais pas ce qui se passait réellement. Je savais pas que c'était du racisme et de la discrimination, mais je sentais que c'était pas normal et je voulais plus être dans cet environnement-là. Donc je pense qu'au bout d'un moment, mes parents, ils ont commencé à voir que réellement ça avait des conséquences et que même sur mon comportement, enfin, le fait de rendre les coups, genre même par défense, ils savaient que c'était pas moi et ils savaient qu'il y avait un truc à faire qui était assez urgent, quoi. Et du coup, dans ton nouvel établissement, tu t'es senti un peu plus épanoui, c'était plus... Ouais, là, ouais, ça a été... Enfin, au début, tu sais, t'as toujours ce truc de tu te méfies un peu, t'es un peu là en mode, bon, j'ai vraiment pas envie Ça recommence. que l'expérience se répète. Mais là, pour le coup, genre, j'étais vraiment dans une école où il y avait de la diversité. Et du coup, on faisait des petits groupes entre nous. Tu vois, genre, tu retrouves une sorte de communauté et t'es là en mode, ah ok, là, je peux respirer, je peux souffler. Je vois que, on est différents, mais on est vraiment dans un truc où on vit ensemble, tu vois. Ensemble dans la différence. Ouais, c'est ça, ensemble dans la différence. Et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est pour ça que j'ai pu me reconstruire après derrière, étant petite. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. Ouais, je comprends en vrai. Et du coup, t'aurais quoi comme conseil, c'est des questions que je vais te poser aussi, Salma, Kaina. T'aurais quoi comme conseil pour mobiliser les gens à travers ceux qui vont nous écouter, ceux qui vont nous regarder, parents, enfants, frères, sœurs, adolescents, proches, amis, s'ils sont justement dans une position où ils connaissent des enfants, où ils ont la main mise un petit peu sur cette éducation personnelle d'établissement, comment ils pourraient agir pour justement sensibiliser et éviter que ça arrive au sein des enfants? Ouais, je pense que déjà leur expliquer et tout un peu comment dire, quand on parle de harcèlement, tu vois, il y a des petits trucs qui font que ça constitue petit à petit, genre quand c'est des actions qui sont répétées, toujours la même personne au quotidien, tu vois, leur réexpliquer ces concepts-là pour qu'ils arrivent à reconnaître les situations. Et c'est très important aussi pour moi, genre je trouve de trouver le dialogue et de le maintenir, tu vois, genre que le petit ou la petite se sentent écoutés, tu vois. Enfin, faut tout le temps maintenir ce dialogue-là. Moi, je sais que c'est un truc que je fais beaucoup avec mes petits frères, mes petites sœurs, mes cousins. Parce que... Et par rapport à toi, si maintenant, je vais dire une absurdité, je te donnais une machine à remonter dans le temps et que tu te retrouvais face à la Cynthia de 8 ans, qu'est-ce que tu lui dirais justement pour l'aider à se confronter à ce genre de choses? C'est surtout ça que je veux savoir, moi, directement à ces personnes-là qui sont concernées. Comment on peut les aider? Parce que on a beau avoir des capacités de compréhension, on a beau avoir une capacité d'empathique hors norme, on a beau être hypersensible, on ne pourra jamais comprendre à 100% quelque chose qu'on n'a pas vécu. Donc comment on peut vraiment l'aider, cette personne-là qui a subi... Ouais, je pense vraiment en parler. Tu vois, parce que moi, je me suis sentie vraiment pas écoutée. Donc je me dis, si j'aurais pu remonter dans le temps, peut-être m'écouter et lui dire à cette Cynthia-là que ce qu'elle vit, en fait, elle sait que c'est pas normal et c'est pas normal. Et d'oser aller en parler, quitte à faire du bruit, quitte à aller voir la directrice de l'école. Enfin, tu vois, faut pas rester seule et tout dans ce truc-là où tu te sens dépassé par la situation, tu vois, et au final, tu te renfermes sur toi-même. Essayer de briser cet isolement-là que tu peux ressentir quand tu es face à cette violence raciste. En fait, si je peux ajouter quelque chose aussi, c'est penser qui porte la charge de tout ça. En fait, c'est pas à la personne qui subit le racisme de porter la charge. C'est à la personne qui fait le fait qui doit porter la charge. Et donc, pour que cette justice soit faite, il faut en parler, il faut mettre les mots là-dessus, il faut que ce soit entendu, il faut que ce soit connu de tous. Tu voudrais, le dénoncer, entre guillemets, inverser le harcèlement ? Non, tout simplement, la charge qui est portée, je le traduis dans le sens où quand Cynthia ou quand Kaina subit, ou même moi en général, n'importe qui subit du racisme, l'impact que ça a psychologiquement, c'est une charge. Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Mais en fait, le racisme que quelqu'un peut subir, ça a un impact psychologique, ça a un impact même physique des fois, et c'est une charge à porter. Et la charge, elle est portée pourquoi ? Parce que ça n'a pas été dit, ça n'a pas été dénoncé, ça n'a pas été résolu. Et justement, quand on prend la parole et qu'on dénonce certaines choses, c'est pour que justice soit faite par la suite. C'est pour qu'on sache que ça a été fait, qu'il faut le condamner, que c'est condamnable.
En France, il y a des lois qui condamnent tout ça, hein. Le harcèlement, c'est puni par la loi. Le harcèlement de rue, c'est puni par la loi. Les propos à caractère raciste, c'est puni par la loi. Tout ça, c'est puni par la loi. D'ailleurs, ce qui est marrant en plus en France, c'est que en France, on a des lois les plus strictes et les plus dures en termes de condamnation sur le racisme et les discriminations. Et en parallèle, on a du coup la loi la moins appliquée. Pourquoi ? Parce que les gens n'en parlent pas assez. Et ça, c'est un problème. D'ailleurs, pour donner un chiffre plus concret, il n'y a que 4% des faits racistes, des propos, des atteintes racistes, à caractère raciste, qui ont été dénoncés et condamnés en 2023, il me semble. Okay. Tu ouvres une brèche importante, on va faire une petite pause dans les témoignages. Comment on peut faire la distinction entre le racisme, tout ce qui est les caractères répressifs de la loi, et la liberté d'expression ? Je dirais que... Parce que tu as parlé de Zemmour tout à l'heure, et la plupart de ces gens qui justement évoquent des propos haineux, la plupart de ces gens qui évoquent des propos à caractère raciste, homophobe, sexiste, etc., ils vont se cacher derrière la liberté d'expression, et c'est constamment ce qu'on voit un peu à la télé. Donc, comment on fait la distinction entre les deux ? Lequel entre dans quel champ d'application ? Je prends le cas de Zemmour. Récemment, il a été condamné pour négationnisme et révisionnisme de l'histoire en disant que Pétain a sauvé les Juifs, ce qui est totalement faux, c'est une absurdité. Et les gens pourraient dire qu'il a le droit de dire ça parce que liberté d'expression, eh bien non. La liberté d'expression, elle s'arrête au moment où en fait, d'autres lois ne sont pas respectées, à savoir peut-être tout ce qui est atteinte à la haine, atteinte à la mémoire. À la mémoire, en fait, oui, tout simplement. Ou tout ce qui est véhiculer de la haine. Ça, c'est illégal et la loi le reconnaît. Et donc, la liberté d'expression, elle s'arrête à partir du moment où on blesse et on atteint, on heurte quelqu'un. Et quand Zemmour dit ça, il heurte des millions de personnes. Il heurte une identité, une mémoire, une histoire. Et je dis Zemmour, mais en fait, en général, toute parole, toute action, elle ne peut pas se cacher derrière la liberté d'expression. Quand on va dire en fait, justement, le truc, on fait une différence entre ne pas aimer, ne pas, par exemple, aimer une culture, ne pas aimer une façon de faire, etc., et propager de la haine là-dessus. Exemple que je donne souvent en intervention avec des jeunes, en fait, parce que souvent ça se cache sur du racisme culturel. Ça veut dire que moi, les cultures là-bas, en Afrique, les cultures là-bas en Afrique du Nord, Maghreb, machin, c'est des cultures pas civilisées, etc., etc. Et du coup, on peut dire, ah mais c'est des barbares, c'est des civils, on pourrait dire que ça, c'est de la liberté d'expression. Ça ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un truc de jugement de valeur, avoir un jugement sur une communauté par rapport à leur culture. Par contre, dire moi je suis pas forcément à l'aise à faire ci, je n'aime pas trop faire ça, etc. Juste ne pas aimer, on est dans la liberté d'expression. C'est-à-dire que moi, si demain je vais dans un restaurant japonais dire j'aime pas manger avec des baguettes, je le dis et puis y a pas de souci. Déjà parce que j'ai galère à le faire. Donc, c'est une question d'échelle en fait. C'est une question d'échelle, c'est une question de formulation, c'est une question aussi d'idéologie derrière. Et comment on fait du coup, je reviens un petit peu pour recentrer le débat sur les témoignages, comment t'aurais fait toi pour justement sensibiliser une petite Cynthia de 8 ans ou même ses camarades à qui tu tenais des propos racistes sans même s'en rendre compte, parce qu'on parle quand même d'enfants, sans vouloir revenir un peu sur ton traumatisme. Ça reste des enfants, on comprend qu'ils sont un petit peu dépassés, tu l'as dit toi-même, c'est des éponges. Comment on pourrait justement les sensibiliser pour éviter à ce que ça se produise et ça se reproduise ? Si moi j'étais à l'âge de Cynthia ou... Ouais, peut-être, même là maintenant, à ton âge, si tu étais témoin. Si j'étais témoin de ça, je leur expliquerais déjà juste l'impact que ça a, parce que peut-être qu'ils ne savent pas en fait l'impact psychologique que ça a. Montrer les résultats derrière, parce que ok, tu fais ça, mais est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière par la suite ? Qu'est-ce qui se passe par la suite dans la tête d'une Cynthia, la tête d'un Ryan, la tête d'un Moussa, par exemple, parce que on sait à qui on pense quand on fait ce genre d'acte d'harcèlement continu. Ça tombe bien, tu parles de ça, je vais revenir sur le dessus peut-être plus tard. Mais oui, du coup, on pense aux conséquences. Concrètement, ça va où ? Ça va jusqu'où ? Parce qu'on ne mesure pas toujours les conséquences de nos actes, de ce qu'on fait. Merci beaucoup, Salma, pour ces précisions. Je vois mieux du coup ce que tu voulais dire là-dessus. Mais pour revenir un peu plus sur le débat central par rapport au témoignage, j'ai remarqué dans ton récit, Cynthia, que tu as commencé par dire que tu venais d'un milieu où tu étais la seule noire du milieu, la seule fille noire de ton milieu. Du coup, il y avait pas mal de personnes qui n'étaient pas, entre guillemets, concernées par cette différence. Est-ce que ce point-là, le fait que tu sois la seule, tu penses que c'est quelque chose d'important dans le départ du caractère raciste
puisque tu nous dis qu'après, quand tu changes d'établissement, tu te retrouves à être avec d'autres gens qui ont d'autres différences. Donc, du coup, vous êtes ensemble dans la différence. Ouais. Donc, du coup, t'es moins sujet à subir ce genre d'expérience. Je sais pas s'il y a vraiment une corrélation directe entre le fait d'être entouré de plus de diversité et subir moins de racisme. Mais en tout cas, moi, je sais que ça m'a aidé parce que ça m'a permis de retrouver des personnes qui comprenaient en fait mes expériences que je pouvais vivre et tout. Donc c'est un peu plus un sentiment de sécurité et de ok, j'ai un peu trouvé des personnes qui me comprennent. Après, de là à dire que ça fait que j'ai subi moins, enfin qu'on subit moins ou plus de racisme si on est dans des milieux avec beaucoup de diversité, je sais pas trop s'il y a une corrélation. Ok. Dans le sens où le racisme, même les personnes racisées peuvent être racistes, tu vois. Donc, est-ce que vraiment c'est un lien direct? Je ne saurais pas le prouver, honnêtement. Et t'as peut-être quelque chose à rajouter, toi, Kaina? On va écouter ton témoignage juste après. Par rapport à ce fait, parce que toi, tu as aussi subi un petit peu, si j'ai bien compris, la même chose. Tu venais d'un milieu où tu étais la seule personne noire. Et est-ce que tu as senti un changement? Oui, parce que en fait, j'ai évolué dans un milieu de mon collège, quand j'étais au collège et quand j'étais au lycée, où on va pas dire que j'étais la seule noire ou la seule métisse du collège, mais on était vraiment une minorité. Il n'y avait pas, allez, dans ma scolarité, j'ai dû rencontrer 2 noirs dans ma scolarité quand j'étais au collège. Sinon, ce qui était sûr, c'est que ma sœur et moi, on était les seules personnes à avoir un afro. Ça, c'était sûr et certain. Et en fait, j'ai ressenti, en venant dans un endroit où c'était plus mélangé, où il y avait vraiment... Parce que moi, quand j'étais petite, j'ai grandi dans un endroit où c'était vraiment mélangé, où il y avait de toutes les cultures, de toutes les religions, ou que même il y a un enfant genre qui va aller dire, par exemple, un truc qui se faisait pas. On allait le voir, on allait dire, non, c'est pas normal, il faut pas faire ça. Et après, là, je suis arrivée dans un endroit où j'étais entourée que de... On va dire les termes, que de blancs, on était réellement en minorité. Et en fait, ça m'a fait bizarre. Et quand je suis revenue dans ce milieu où il y avait plus de mixité, c'est vrai que là, je me sens tout de suite mieux. Par exemple, je me sens plus... par exemple, maintenant que je porte le voile, maintenant, je me dis, ah ouais, je suis pas la seule voilée, donc c'est bien, c'est top. Et voilà, c'est vrai que c'est plus facile. Et du coup, tu peux nous partager un peu ton témoignage? D'accord. On va dire que, pour commencer, j'ai grandi... On contextualise un peu, ouais. Alors, je recontextualise un peu. Alors, j'ai grandi dans une cité, on va dire, en région parisienne. Et j'ai déménagé en Bretagne, donc en fait dans la campagne bretonne. Je tiens à dire que je ne mets jamais personne, enfin pas tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire que moi j'ai connu du racisme, vraiment des trucs de fou, mais aussi j'ai connu des personnes qui étaient vraiment très bonnes et très gentilles envers moi. Ça, je ne nierai jamais. Et je vais pas dire que... parce qu'à chaque fois que je raconte parfois des histoires, etc., on me dit « Ouais, mais les Bretons sont des racistes. » Non, c'est juste que c'est vraiment les campagnards, on peut dire ça comme ça. Et encore même dans les campagnards, ce ne sont pas tous des racistes. Mais est-ce que tu peux dire que paradoxalement, le fait de dire que tous les Bretons sont racistes, c'est pas du racisme un peu en soi? Dans quel sens? Dans le sens où on les généralise aussi. Enfin, c'est un petit peu une réflexion raciste à avoir. En fait, c'est pas du racisme. Maintenant, c'est faire des généralités. Et ça fait des préjugés. Et c'est pas un préjugé raciste, parce que du coup, on n'est pas sur une race supposée bretonne. Mais par contre, on est dans un truc de préjugé, généraliser les gens et essentialiser des personnes. Ce que a pu vivre Kaina, elle nous racontera, les personnes qui ont fait ça, on ne pourra pas dire qu'elles sont les porte-parole des Bretons. En fait, elles ne sont pas responsables. Maintenant, ces personnes-là sont responsables de ce qu'elles ont fait. Pardon. Donc, voilà. On t'écoute du coup pour ton histoire et on ne t'écoute plus. Donc moi, je suis arrivée. À la base, moi, j'ai grandi dans un milieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, très mélangé, où il y avait des musulmans, des chrétiens, des juifs. On était vraiment mélangés, on s'entendait. Même à chaque fois qu'il y avait le ramadan et tout, il y avait tout le temps le partage. Même les barbecues, les piscines dans les quartiers. Enfin, c'était incroyable. Et après, je suis arrivée en Bretagne, dans une campagne bretonne. Et c'était ma rentrée de 6e. Et dès que je suis arrivée en 6e, déjà, ce qui m'a frappée, c'était qu'il n'y avait pas de noirs. Il n'y avait que des light skin, des métis, on va dire, quand je suis rentrée. Et après, les jours passent, etc. Et comme j'avais des cheveux différents,
j'avais des cheveux crépus, j'ai un afro. Et en fait, à chaque fois, les enfants, ils venaient me voir, les collégiens, ils venaient me voir, ils me disaient ah ouais, c'est bizarre, tes cheveux et tout, je peux toucher. Il y en a, ils touchaient sans autorisation. Il y en a qui rigolaient quand par exemple, quand j'étais en classe, on mettait des crayons dans les cheveux. Ils disaient ah ouais, c'est stylé, tu peux cacher des bonbons, tu peux cacher des trucs et tout, comme ça. Et des crayons, comme ça, si jamais t'as besoin, tu fais up comme ça et hop, tu écris comme ça et tout. On mettait des crayons, on touchait mes cheveux sans autorisation et plein de choses comme ça. Et même parfois, quand j'étais en classe, ça arrivait très souvent où il y a des élèves, pour rigoler, disaient ouais, vas-y, détache tes cheveux et tout, histoire qu'on rigole et des choses comme ça. Et après, heureusement que j'ai une mère qui nous a toujours, toujours laissé assumer nos propres cheveux. Parce que quand tu vis ça, tu te dis, mais en fait, moi, je comprends pourquoi il y a des femmes qui se lissent leur afro et qui ne le laissent, qui les lissent très souvent. Et ma mère, elle était toujours là à nous dire qu'il faut assumer nos cheveux, etc. Donc, j'ai jamais eu ce problème, heureusement. Et en fait, avec le recul, je me dis que j'étais vraiment traitée comme un animal de foire. Que j'étais vraiment différente. Et ça ne s'arrêtait pas au collège. C'était aussi en dehors. Parfois, il y a des personnes, ils regardent bizarrement dans la rue, parfois ça change un peu de trottoir, etc. Mais ça, je l'ai beaucoup moins vécu. Et pour ce qui est de mon expérience personnelle, par exemple, quand j'étais dans mon quartier, il y avait une mamie, elle était adorable, elle était tellement gentille avec nous. À chaque fois qu'on passait, elle nous donnait des bonbons, elle nous soutenait tout le temps, qu'on avait des cheveux magnifiques, etc. Et c'est bien aussi de donner cet aspect positif dans ton récit. Moi, je ne crache jamais dans la soupe. Vraiment, j'ai quand même eu des côtés positifs. Et j'avais un voisin qui venait du 93, je crois, qui est venu dans mon quartier. Et nous, on jouait comme des enfants normaux, avec ma petite sœur qui était plus claire, mon petit frère qui était plus foncé, parce que tous les trois, on n'a pas vraiment la même couleur de peau, etc. Et on jouait comme des enfants normaux dans le quartier, on prenait nos vélos, on jouait parce que c'était un petit quartier, etc. Et il disait qu'il n'avait pas envie que le ghetto soit revenu dans le quartier, qu'il avait quitté le ghetto, toutes ces personnes noires et arabes, etc., qu'il ne voulait pas revivre ça encore avec nous, alors qu'on était juste des enfants qui jouaient normalement. Je veux juste revenir sur un propos un petit peu maladroit que tu as dit. Tu dis, on jouait comme des enfants normaux. Vous étiez des enfants normaux, Oui, c'est ça. Dans le sens où, en fait, on avait l'impression qu'on était... comme différent, comme si on était des voyous un peu genre dans la manière où ils nous disaient les choses. T'as trouvé ça culotté de la part de quelqu'un qui venait du 93? Un peu, je me suis dit c'est juste un vieux raciste qui a voulu aller dans la campagne justement pour éviter ces clichés là. Et même une fois on était en train de jouer et il nous a filmé et il nous a dit qu'il voulait porter plainte alors qu'on jouait normalement contre nous. Et après, il y a plein de choses comme ça. Et puis même au collège, il y avait des personnes qui étaient là. Et genre... après, il y a des choses positives. Il y en a qui disaient que, par exemple, quand je faisais des mèches, des rajouts, on me disait qu'ils étaient magnifiques, qu'ils avaient envie d'avoir la même chose que moi, etc. Et on me demandait souvent, ouais, vas-y, lisse-toi les cheveux, etc., pour voir un petit peu et tout. Et en fait, la différence, c'est que parfois, il y a des personnes noires qui vont dire que nous, en tant que métis, c'est vrai que en soi, on peut être avantagé par rapport au colorisme, mais en soi, quand j'étais là-bas, quand j'étais dans la campagne, il n'y avait que des blancs, on nous voyait, moi, on me disait que j'étais une femme noire, genre que j'étais vraiment une noire, et il n'y avait pas de... D'entre-deux. Ouais, voilà, il n'y avait pas d'entre-deux, il n'y avait pas... Genre, on n'allait pas me considérer comme une blanche, on allait me considérer comme une noire, plus. On y est complètement ton côté français. Ouais, c'est ça, en fait, et... D'origine, je parle, parce que tu es française dans tous les cas. Oui, dans tous les cas. Oui, je suis française dans tous les cas. Et par exemple, mon petit frère, lui, il a des origines caribéennes, lui, il a des origines brésiliennes, etc. Et lui, il a vécu pire que moi, dans le sens où même déjà quand il était en primaire, en Bretagne, de la campagne, et il y avait plein de remarques racistes, etc. Et même quand on arrive au collège, il y a plein de personnes qui disent « retourne en Afrique », alors qu'il est brésilien. Il a des origines brésiliennes. Et c'est un petit peu drôle. Il y a même une personne qui a pris sa main, qui a écrit ça noir sur sa main. Plein de choses comme ça. Et... ça démontre un peu le manque de culture et le manque de... j'employais le mot tout à l'heure, il est encore parti.
le manque d'esprit critique Ouais, c'est ça. par rapport aux gens, comment ils se posent des questions, comment ils réfléchissent par rapport à la vision. Parce que, bon, on rigole, hein, ça c'est cocasse de dire toi en Africain brésilien, mais ça démontre un peu la stupidité du genre de personne. C'est ça. Et donc, du coup, ma mère, elle nous a toujours défendus par rapport à ça, parce que ma mère, elle est blanche. Et donc, du coup, on est parti confronter un peu les parents des personnes. Après, ils nous ont dit, moi, je peux pas être raciste parce que mon beau-fils, il est noir et mes petits-enfants, ils sont métis. Mais je suis en mode, mais ça ne justifie pas. Genre, c'est Quel pas... est le rapport? Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un peu un coup de trou qui nous sort comme ça. C'est vraiment l'excuse en mode impossible que je sois raciste parce que j'ai ci ou ça. C'est un peu comme la vidéo du mec qui dit voilà, je peux pas être raciste, je suis en train de manger dans un restaurant Ouais. indien et j'ai une dent de requin de Madagascar. Ouais, c'est ça un peu. C'est ça. des choses qui n'ont pas forcément de lien. Vous avez quelque chose à rajouter un peu, les filles, sur son histoire, peut-être? En soi, elle nous fait part d'une histoire où en fait, c'est le schéma classique de on essentialise les gens, on cherche pas à savoir qui ils sont, on cherche pas à comprendre la complexité de leur identité, et en fait, on s'intéresse pas à l'autre tout simplement. Et le danger en fait d'être dans cette approche-là, c'est du coup de mettre de côté les personnes, de les exclure et de créer en fait des groupes, des dynamiques de groupe. Là, du coup dans le milieu scolaire, ces dynamiques de groupe, elles ont un impact aussi sur psychologiquement sur les enfants, sur les élèves, etc. Donc c'est pas, en fait, j'ai presque envie de dire, c'est pas que du racisme en fait, c'est une parole qui est lancée et puis on passe à autre chose. Nous en fait ça impacte sur plein d'autres choses. Enfin si tu t'en parles aujourd'hui, enfin tu parles quand même de ce que tu as vécu en primaire, en 6e, aujourd'hui tu es en fac, c'est que vraiment ça a eu un impact dans ta construction, dans comment est-ce que tu te vois toi en tant que femme qui porte le voile aujourd'hui, en tant que femme métisse de couleur, ça a des impacts et des conséquences sur notre perception de nous-mêmes. Donc c'est pas anodin en fait que cette question du coup de voir les gens sur un seul prisme. Moi, je suis assez subjugué par les deux récits là, qui ont été évoqués encore, par Kaina et Cynthia. Je suis subjugué d'une part parce que ils n'ont pas le même âge. 24 ans, 18 ans. Et d'autre part, c'est deux endroits qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et c'est la même histoire. Moi, c'est ce que j'allais dire. Je me suis beaucoup. Enfin, comment dire, ton témoignage, il a beaucoup résonné en moi. Parce que, pareil, je suis aussi métisse. Et il y a le truc typiquement que tu disais sur tes cheveux et tout, ça intrigue les gens. Enfin, des fois, c'est pas forcément que du négatif, mais ce sentiment d'être un peu vu comme une bête de foire, enfin, ça, c'est un truc que longtemps, ce sentiment est resté avec moi, tu vois. Genre, ce fait-là de. On te touche les cheveux. On te voit comme une personne noire parce que t'es métisse et du coup la majorité des personnes blanches juste t'identifient à ça et ils réalisent même pas en fait que ton identité c'est pas que ça en fait et juste ils te mettent dans une catégorie et puis même à un moment t'as parlé de ton petit frère il me semble moi aussi quand je parle de discrimination, quand je parle de racisme, je pense à mon petit frère parce que lui aussi il vit des choses complètement différentes parce que c'est un homme et parce que il y a un tas de clichés aussi qui accompagnaient genre qui sont ciblés sur les hommes noirs et arabes et clairement je me reconnais beaucoup dans ton discours. Ouais. C'est vrai que c'est assez différent, hein. Moi j'ai un ami, je vais pas citer son nom parce que j'ai pas son accord, et il travaille dans un endroit, il m'avait raconté récemment qu'il s'est mangé merci Mamadou Ouais. de la part d'un client. Il s'appelle pas du tout Mamadou. Je pense que ça tombe sous le sens, j'enfonce une porte ouverte. Et c'est dommage parce qu'ils savent à qui s'en prendre. Ils sont deux à travailler à ce même endroit. Ils ont été deux personnes. La personne justement qui s'est mangé cette réflexion-là, c'est une personne assez calme, quelqu'un qui est assez plutôt réservé, etc. Par contre, le deuxième, c'est autre chose. Il va être plus dans l'attaque, plus virulent. Il va pas se laisser faire. Par contre, il va jamais se manger ce genre de choses. Donc j'ai l'impression qu'un peu ils savent cibler qui ils vont attaquer, à qui ils vont dire quoi. Je prends un exemple bête, je pense que Francis Ngannou ne se mange pas trop de remarques à caractère raciste, par peur de se manger une extinction de lumière. Mais je pense qu'il a dû s'en manger dans la vie, c'est sûr. Il avait dit lui-même lors d'une interview, quand il gagne, il est français, quand il perd, il est camerounais. C'est triste. C'est une forme de racisme. C'est très triste. Le racisme, c'est pas que de la violence verbale, physique, brute, comme on peut l'imaginer. Le racisme, ça se traduit de plein de façons différentes. L'homme n'a pas un manque d'imagination pour traduire la haine qu'il peut ressentir. Donc,
En fait, le racisme, quand tu es une personne raciste, tu peux en être victime, mais de toutes les formes possibles. Donc même un sportif de haut Tu peux même niveau, être auteur de toutes les formes possibles sans même t'en exactement. rendre compte. Pour le coup, nous on dit tout simplement qu'en fait le racisme, en fait tout le monde peut tomber dans ce piège-là s'il n'y a pas un effort de se questionner, s'intéresser à l'autre, de dialoguer, de déconstruire des préjugés en fait. C'est ça, hein, en fait on revient toujours à la même chose, les préjugés. C'est important, pourquoi? Parce que les préjugés en soi, on y est confronté depuis qu'on est jeune, depuis qu'on est petit. Rien que dans les dessins animés, hein, Aladdin, c'est un arabe qui vole. Ali Baba, les 40 voleurs, c'est encore des arabes et des voleurs. Tintin, Spirou, on a des personnes noires avec des ossements dans leur tête, dans leur nez, pour donner un peu un aspect sauvage, un peu... voilà, la jungle, etc., primitive, pas civilisée. On voit ça partout, on normalise ça. En grandissant, personne ne nous dit oui, mais ça, c'est pas comme ça, etc., etc. Donc, on garde cette image en tête, elle est ancrée dans notre tête. Encore une fois, si on ne prend pas le temps de questionner tout ça, dès le jeune âge, et même tout au long de notre vie, on reste bloqué sur ces images-là et on finit par les prendre comme en fait un prisme réel. On finit par appliquer ça à la réalité. Ça va même au-delà de ça, parce que les histoires que tu as notées, là, comme pour Tintin, pour les autres, c'est destiné à un public très jeune. Et on n'a pas, tu as parlé de prisme, on n'a pas du tout cette échelle de prisme. Quand on est jeune, moi j'ai vu des choses dans certains dessins animés, je pense notamment à un épisode de Foot de rue où Gabriel il se mangeait des remarques assez gore. Et Je vois. ça m'a pas forcément troublé quand j'étais petit, pourtant cet épisode je l'ai vu et revu. Mais maintenant que j'ai grandi, quand je revois les extraits sur X ou sur Instagram, je me dis, mais dinguerie que j'ai pu regarder ça, genre normalement, tu vois. C'est ça. T'as quelque chose à dire, Kaina? Ouais, aussi, j'avais envie d'ajouter quelque chose. Déjà, je pense que j'ai tellement mon frère, ma sœur et moi, on a vécu tellement de choses que je pense que ça prendrait beaucoup de temps de tout raconter. Et en plus, par rapport aussi au racisme asiatique, par exemple, moi, dans mon lycée, moi j'ai eu la chance d'aller au Vietnam, donc du coup on cherchait des fonds pour aller au Vietnam. Et il y a une personne dans ma classe qui a sorti, on n'a qu'à donner des petits Vietnamiens comme prix, comme cadeau. Et moi j'ai été profondément choquée. Tu peux expliquer, j'ai pas compris. Parce que, en fait, on cherchait des lots pour une tombola. Parce qu'en fait, on vendait des tickets pour une tombola et pour qu'on puisse partir au Vietnam. Et en fait, on cherchait des lots. On n'avait pas d'idée de lots. Donc, du coup, une première fois, il y a une première fois, elle a dit, on n'a qu'à donner un petit noir. Personne n'a réagi. Personne n'a réagi dans la classe, personne n'avait rigolé. Ensuite, vu qu'il avait flop, un autre jour, il a dit, au pire, on n'a qu'à donner des petits Vietnamiens, ça peut faire un cadeau, un lot. Et tout le monde avait rigolé, sauf moi et sauf quelques personnes. Et là, il y a mon prof, la seule personne de toute ma scolarité qui a réagi. La seule personne. Je sens que ça te pèse. Oui, ça me pèse parce que en fait, moi, je vais jamais cracher dans la soupe. Je vais toujours dire tous les positifs que j'ai eus et tous les négatifs. Et c'est la seule personne qui a réagi. Parce que auparavant, en fait, moi, je suis une personne, ça me touche réellement tout ce qui est discrimination, homophobie, sexisme, islamophobie, ça me touche. Et en fait, moi, j'avais parlé de ça à mon recteur, j'avais dénoncé, j'avais dit un peu qu'est-ce que vivait mon frère, à mon recteur d'académie, etc. Et donc, du coup, c'est venu à l'oreille de mon lycée de l'époque. Et donc, du coup, mes témoignages et tout ce que j'avais dit, ça avait touché mon professeur. Et c'est la seule personne qui a repris, qui a dit non, ce n'est pas normal. La prochaine fois que tu dis quelque chose comme ça, tu sors de ma classe. Et je sais que c'était pas un but méchant ce qu'on t'a dit, parce qu'en soi, personne t'a appris que c'était grave de dire ce genre de choses. Mais il faut plus jamais redire ce genre de choses. Ouais, et ça m'avait touchée. Ce qu'on dit depuis tout à l'heure. J'étais en mode, mais merci, c'est la première fois qu'une personne réagit à un propos aussi déplacé que ça. Aussi déplacé. Et en fait, et en plus, même, il a dit aux autres qui rigolaient, mais vous aussi, ce n'est pas normal de rigoler, ce n'est absolument pas drôle, c'est raciste. Surtout que le racisme asiatique, on en parle pratiquement, on en parle très peu. Notamment des blagues, par exemple, sur les Pak-Pak, les Vietnamiens, etc. Et ça m'a tellement touchée. Vraiment, je me suis dit, enfin quelqu'un qui prend en compte ce que je dis, quoi. D'ailleurs, c'est tellement banalisé qu'on s'en rend même pas compte, mais j'ai appris récemment que Pak-Pak, ça ne se disait pas. Bien sûr. Ouais, ça se dit pas. C'est comparable au mot en haine
c'est comparable à tout ce qui est... Bon, au niveau de l'histoire, non, mais au niveau de Gravité. l'impact, la gravité, Oui. je savais pas. J'ai appris Oui. que récemment. Parce que C'est tellement normalisé qu'on en arrive à ce point-là, découvrir de nouvelles choses par rapport à ces caractères. Je vois pas comment on peut se renseigner davantage. bah, c'est une réalité en vrai, enfin une observation que moi je me suis faite, Cynthia tu confirmeras ou pas, j'ai l'impression que le racisme anti-asiatique est davantage banalisé. Je vais pas dire qu'il y a un racisme plus grave que l'autre ou pas, c'est pas ce que je dis, hein, juste. Mais force est de constater que c'est plus facile de se moquer des Asiatiques que d'autres communautés. Parce que on va parler plus souvent d'autres communautés que des Asiatiques, et en fait, des Asiatiques, pardon. Et ça, je pense que je saurais pas dire à quoi c'est dû, honnêtement, mais faut en parler. Et justement, j'ai envie de dire, Kaina, tu as eu le bon réflexe en fait d'en parler à un adulte responsable à qui tu as confiance. J'insiste sur ce truc-là de confiance parce que pas tous les adultes, c'est une réalité hein, quand même, pas tous les adultes responsables sont déjà prêts à écouter certaines choses et sont prêts aussi à agir et à reconnaître certaines choses. Du coup, bah, le fait d'en avoir parlé, ça a donné conséquence, ça a donné lieu en fait à une forme de justice quand même. Et c'est là où réside en fait l'importance d'en parler, de le dénoncer et que ce soit pas un truc silencieux. Je reprends un peu ce qui a été fait pendant les procès de Gisèle Pellico, la phrase vraiment que la honte change de camp tout simplement. Exactement. C'est pas à nous, personnes qui sont victimes de racisme, de porter la charge. Ce sont aux personnes qui, eux, sont acteurs du racisme, de porter la charge. D'où l'importance d'en parler justement. Bah, merci beaucoup à vous trois hein, pour vos témoignages. Elles m'ont vraiment ouvert les yeux. Ça m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux sur pas mal de points qui étaient là. Hein. Ils n'étaient pas absents, mais c'était un peu flou quand même. Il y avait pas mal de choses qui étaient floues. Parce que quand bien même on peut se mettre à la place des gens, quand bien même on peut être empathique, on peut comprendre, etc. Tant qu'on n'a pas le point de vue de la personne qui l'a vécu, on ne peut pas comprendre. C'est pour ça que je suis totalement d'accord avec le fait de faire attention à ses propos. Il faut toujours voir autrui avant de se voir soi. C'est bien une blague, ça fait rire, mais quand ça fait pas rire tout le monde, elle n'est pas nécessaire, elle n'est pas utile, elle n'est pas proportionnée. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. J'ai pas forcément d'anecdotes à raconter particulières parce que j'ai eu la chance ou la malchance hein, de ne pas avoir d'attrait physique visible, très visible. Mais pour la petite anecdote, pour ma part, honnêtement, je suis né en Algérie et je vois la différence de traitement. Pas avec tout le monde, hein, j'insiste, mais je vois la différence de traitement quand on commence à aborder une discussion avec moi et que quand je dois présenter mes papiers lors d'un contrôle de police, lors de la préfecture ou quoi que ce soit, et qu'on voit mon lieu de naissance sur les papiers, il y a un changement parfois. Ça peut arriver qu'il y ait un changement de traitement, il y a un changement d'a priori. Il y a un second préjugé qui vient par-dessus et l'atmosphère, elle change vraiment. C'est parfois très malaisant, très dérangeant. C'est très frustrant pour moi parce que du coup je peux pas exprimer ce que je ressens hein, on peut pas s'embrouiller avec des policiers, on peut pas se prendre la tête avec quelqu'un à la préfecture, c'est assez complexe hein, pour ses projets futurs et même pour sa vie, on va pas se prendre la tête avec tout le monde. Du coup voilà, moi pour la petite anecdote c'est surtout ça hein. J'ai même été j'ai pas de preuves là-dessus par contre j'en suis persuadé, j'ai même déjà fini au poste hein, pour des trucs comme ça, hein, on me met sur le côté. Au début, c'est tout calme, tout doux. J'ai fait un petit excès de vitesse, assez. Oui, j'avoue, j'aime bien la vitesse. Et on me met sur le côté, et puis tout se passe bien, jusqu'à ce que je présente mon permis et qu'on voit lieu de naissance à Algérie. Tout de suite, il y a beaucoup plus de confrontation, il y a beaucoup plus de virulence dans le comportement des forces de l'ordre. Tous les policiers ne sont pas racistes. Vraiment, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Rien que mon dernier contrôle, il s'est très bien passé, tout s'est bien fait, il était adorable. Mais je trouve ça dommage quand même, surtout venant de ceux qui sont censés nous protéger, de ceux qui sont détenteurs de la violence légitime de l'État. C'est eux qui ont le pouvoir de l'usage de la force. Hein. Ils peuvent user de la force pour nous embarquer et ça nous met dans un sentiment d'insécurité pesant. J'ai peur, hein. Moi, pas pour moi. Hein. J'ai peur pour mon petit frère, j'ai peur pour ma petite sœur, j'ai peur pour mes amis. J'ai su, moi, à ce moment-là, prendre le recul nécessaire de ne pas laisser mes sentiments sortir, mais j'imagine pour quelqu'un d'autre qui a un peu moins de contrôle de soi, ça peut très vite partir en vrille, et je trouve ça un peu dommage. Du coup, par rapport à l'engagement, tu parlais d'engagement, Salma, avec Salam Shalom. Salut. J'ai eu peur de me tromper.
Comment ça se passe avec SOS Racisme? Parce que moi, perso, je sais pas toi, Kaina, mais moi, ça me donne envie Ouais, c'est vrai. de m'engager avec SOS Racisme. Ça donne envie de venir voir, etc., ce que ça donne. Si jamais on peut contribuer un petit peu à l'association, comment ça se passe? Bah, en soi, il y a plein de façons d'agir. En tout cas, chez nous, chez SOS Racisme, nous, on l'a vu un peu au tout début, on a 3 principales actions, à savoir tout ce qui est intervention en milieu scolaire. Donc ça peut, enfin même au-delà du milieu scolaire, hein, intervention auprès des citoyens, voilà. Et on a également tout ce qui est mobilisation citoyenne. Donc là, on est sur tout ce qui est manifestation, festival, concerts, organisation d'événements un peu pour rassembler un maximum de personnes. Ça peut aller au-delà des manifestations. Et on a aussi tout ce qui est action juridique. Mais concrètement, comme ça, si des jeunes veulent s'engager chez SOS Racisme, en soi, tout simplement, ils nous appellent. Ils nous contactent sur les réseaux sociaux. Par exemple, on a notre Instagram, SOS-Racisme. On a également le compte officiel de Salam Shalom Salut. Pareil, Salam-Shalom-Salut. Vous nous contactez, vous nous dites que voilà, on aimerait faire telle ou telle action, agir avec vous, etc. À ce moment-là, nous, on a chaque mois des réunions qui sont organisées à Paris, dans le 19e arrondissement de Paris, chaque mois, pour rencontrer un peu les militants, voir un peu ce qu'on peut faire, où est-ce que chacun serait à l'aise d'agir, quelles sont aussi les disponibilités des personnes, parce qu'en fait, on est conscient, on est étudiant, on n'a pas toujours le temps à donner tout le temps, etc. C'est ouvert qu'aux étudiants? Bien sûr que non. On a justement, à SOS Racisme, on a cette idée que lutter contre le racisme, lutter pour l'égalité, parce que c'est ça, SOS Racisme, c'est pour lutter pour l'égalité de tous et de toutes, c'est ouvert à tout le monde. Ça veut dire que dans SOS Racisme, on a des personnes qui sont étudiantes, des personnes qui sont lycéennes, des retraités, des professeurs, des policiers aussi, parce que le racisme, en fait, il y en a partout, mais aussi, c'est pas toujours étiqueté à des personnes. Donc, vraiment, pour le coup, on ouvre les portes à tout le monde, sauf aux racistes, du coup. Pourquoi pas? Peut-être qu'ils deviendront plus racistes, du coup, s'ils entrent. Ça dépend de leur approche avec nous, parce que pas l'air très, le plus souvent, quand on a été en contact avec des personnes racistes, là je parle pas pour moi parce que j'ai pas eu cette expérience, bien heureusement. Je pourrais même laisser Cynthia en fait prendre le Ouais. ça a été ton cas? Ouais, moi je sais que ça a été mon cas. En fait, tout à l'heure j'ai témoigné, j'ai raconté un peu mon histoire sur ce que j'avais pu vivre en primaire. Mais en fait, tous ces mécanismes-là, c'est des trucs que j'ai continué à voir au cours de ma vie. Je te laisse poursuivre si tu veux raconter la suite. Ouais, grave, carrément. Ouais. Et en gros, c'était en master, j'étais dans un master journalisme. Et du coup, on organisait souvent des débats où on prenait la parole. Et c'était pendant la présidentielle. Du coup, c'était du journalisme orienté sciences politiques, donc très politique, avec des avis différents. Et il se trouve que j'étais dans une classe où il y avait énormément de militants d'extrême droite. Et quand je dis militants d'extrême droite, c'est des gens qui vont militer pour Zemmour, c'est des gens qui font carrément partie de groupuscules d'extrême droite qui organisent des ratonnades à Lyon, parce que j'étais à Lyon. Donc Lyon, c'est quand même une ville où ils ont des locaux, où ils sont organisés, ils ont des salles de sport. Enfin, en fait, il y a toute une action vraiment organisée comme ça pour commettre des actes hyper violents envers des personnes à cause de l'idéologie raciste et les revendications politiques racistes qu'ils portent. Et du coup, ça fait que tu te retrouves dans une classe de 8h à 21h à débattre avec des personnes qui tiennent des propos extrêmement violents, qui sont légitimés par toute une partie de la politique du pays, d'extrême droite. Et ça fait que, sous prétexte que c'est la liberté d'expression, tu te prends plein de trucs violents dans la face, que ce soit des propos racistes banalisés, que ce soit... Tu parlais du consentement tout à l'heure. Ouais. On t'a demandé ton consentement avant ce débat? Figure-toi que non, en fait. Parce qu'on avait un prof qui se trouvait ça hyper intéressant, entre guillemets, d'avoir une classe comme ça et pouvoir échanger au nom de la liberté d'expression. Sauf que c'est comme ce que ça m'a dit tout à l'heure, la liberté d'expression s'arrête là où celle des autres est menacée, tu vois. Donc clairement, en tant que personne racisée, je me rappelle, on avait un groupe de potes. Et pareil, ce même mécanisme-là on se retrouve tous ensemble et du coup, on crée notre petit groupe. Et du coup, tu as toutes les personnes racisées au fond de la salle, comme ça, en mode grosse PLS, on prend sur nous, on se prend des vagues de trucs hyper violents au nom d'une liberté d'expression, au nom de la pluralité politique, alors que clairement, il y a des moments où ça a dépassé un certain cadre, quoi.
Et du coup, ouais, ça a été hyper violent. Et moi, c'est comme ça que j'ai souhaité m'engager. Ok. C'est aussi parce que je me suis dit que, en fait, j'en avais marre, concrètement, de tout le temps revenir à cette violence-là et tout le temps me sentir seule et me sentir démunie. Je me suis dit, en fait, il y a des gens qui pensent comme moi, il y a des gens qui luttent pour l'égalité, donc je vais les rejoindre et je vais faire quelque chose. Je vais pas attendre toute seule dans ma chambre. Et dès que je resubis cette violence raciste qui me rappelle la moi de 8 ans qui était, tu vois, entourée de racistes et vraiment qui se faisait agresser, parce que, en fait, concrètement, tu reviens à ça, tu reviens à tes traumas que tu as pu vivre. Et du coup, je me suis dit que non, là, j'en avais marre. Et je me suis engagée avec SOS Racisme en juin 2024. Tu te dis, personne ne va faire mon combat à ma place. Ouais, c'est ça, en fait. Ben, en fait, c'est aussi ça. Pardon, Salma, je te coupe peut-être. Mais Salam Shalom Salut aussi, c'est aussi un moyen de dire que on va pas laisser les politiques, les médias parler à notre place, en fait. On va pas accepter d'être assignés à nos identités parce que nos identités sont complexes et que on a complètement la légitimité de porter nos propres revendications politiques parce qu'on fait partie de la société, quoi. Moi, ce que je voulais ajouter surtout, c'était par rapport à l'engagement des jeunes. Dans le sens où, comment concrètement des jeunes peuvent s'engager et qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement. En fait, déjà, il y a la semaine de l'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme, qui est une semaine qui a été institutionnalisée dans les années 80, 86 il me semble. Et cette semaine-là, en fait, c'est l'occasion pour les jeunes, justement, du collège à la fac, de faire des actions, de faire des événements, de toutes sortes, de tout type possible. Ça veut dire que si un jeune kiffe le sport, kiffe le foot, il organise un tournoi de foot. Un tournoi de foot qui a comme visée, quand même, à la fin, d'avoir un discours de vivre ensemble, de lutte contre le racisme, de lutte contre les discriminations, de lutte contre l'antisémitisme. Ou par exemple, si quelqu'un est, dans l'art, kiffe l'art, c'est parti. Pourquoi pas faire une fresque sur l'antiracisme. Avec SOS Racisme. Bien sûr. Donc on est toujours dans une optique. avec notre pratique à nous. Exactement. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, un peu avec l'éloquence et la lutte contre le racisme. Oui. On n'est pas dans un concours, mais c'est faisable. On peut faire des prises de parole en public avec un petit buffet. On peut organiser ça. Ça a déjà été fait. On en fait régulièrement d'ailleurs, ce genre d'action. En fait, le but, c'est de laisser les jeunes en autonomie, faire ce qu'ils veulent faire. Peu importe la forme qu'ils prennent. Ça peut être un ciné-débat, ça peut être un concours d'éloquence, ça peut être une fresque, ça peut être un tournoi de foot, ça peut être, un concours de slam, ça peut être tout n'importe quoi. Et nous, on est là pour les accompagner, les aider à construire, à cadrer tout ça. Maintenant que tu dis ça, je pense à quelqu'un qui a ouvert une association récemment. Il est président d'une association d'audiovisuel et il fait pas mal de vidéoclips et de tournages. Et tu penses que ce serait possible que lui, il vienne et qu'il fasse justement une vidéo qui sensibiliserait. Par exemple, tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de... Ils savent pas, par exemple, les enfants, ils savent pas l'après. Et du coup, là, on pourrait montrer justement ce point de vue-là de l'enfant qui est tout seul, qui pleure, qui a mal, qui se remet en question, peut-être qui se rase les cheveux. On peut grossir le truc, tu vois. Et peut-être que là, les gens, ils pourraient justement voir... Oui, une vidéo à viser du coup de sensibilisation. Ouais. Sensibiliser les jeunes. Carrément, c'est un projet qui peut se faire. Parce qu'ils font du plutôt bon travail, ça s'appelle Out Pictogram, et franchement, je vois bien le truc de se faire avec eux. Ouais, ça peut être carrément une très bonne idée. Nous, c'est un projet qui peut se réaliser. Y a pas de, nous, on peut les accompagner, on peut... Okay. Là où on a besoin de nous, on nous contacte. Et puis même, c'est une occasion après de rassembler du monde et trouver... Parce qu'en fait, SOS Racisme, il y en a pas, c'est pas que à Paris, je précise au cas où. Justement, j'avais posé la question parce que j'ai vu, il y avait SOS machin de tel endroit, SOS machin de tel endroit. Du coup, comment ça se passe ? On va où ? Justement, là, le comité le plus proche pour vous, ça serait le comité de Paris, dans 75, donc Paris 19e. Mais en réalité, SOS Racisme, en fait, ça se renouvelle chaque année. Il y a toujours des comités qui se créent un peu partout en France. Là, récemment, on était à Perpignan, il y a des comités à Lyon, à Brest, à Lille, il y en a un peu partout. Ce qui fait qu'en soi, là, on est dans 91, on pourrait largement créer un comité du 91, où en fait, c'est très simple. Là, on est entre nous en train de discuter sur ces questions-là. Après, le 19 mars, on va y avoir un atelier, une permanence sur le thème du racisme, voir du monde. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par ces questions-là, qui veulent s'engager à l'échelle du 91 et peut-être par la suite à l'échelle nationale, les deux sont compatibles totalement, on peut
rassembler ces personnes-là et faire une réunion déjà pour voir un peu qui est intéressé. Et à ce moment-là, discuter un peu entre nous de ce qu'on pourrait faire à l'échelle du 91, qu'est-ce qu'on pourrait déployer comme action et se former aussi. En fait, il y a aussi une question de se former. Comment est-ce qu'on lutte contre le racisme? Comment est-ce qu'on peut, nous, avoir vraiment un impact dans la lutte? Ça peut être plein de choses. Par exemple, ça peut se former sur comment est-ce qu'on intervient auprès des jeunes, des jeunes, comment est-ce qu'on sensibilise des jeunes, comment est-ce qu'on déconstruit des préjugés, comment aussi est-ce qu'on va écouter la parole d'une personne qui a été victime de racisme et l'aider à ce qu'elle elle obtienne justice. C'est ce qu'on fait chez SOS Racisme. Écouter, hein, parce que oui, Exactement. cette permanence, ça se fera sous le coude de Révolte-toi Évry. Hein, ça se tiendra, du coup, tu l'as dit, mercredi 19 mars. C'est ouvert à tout public. Venez tous. C'est vraiment, on donne la parole à ceux qui veulent la prendre. Donc n'hésitez pas à venir. Cette permanence, elle se tiendra avec moi-même, du coup, et Salma. Elle se basera du coup autour de la lutte contre le racisme. Donc s'il y a des personnes qui ont subi des choses similaires ou non à ce qu'on a nous subi au niveau du racisme, etc., venez le dire. On vous écoutera, on vous donne la parole. S'il y a certaines personnes qui ont encore des a priori, s'il y a des gens qui ont des choses à dire, ils ont ce petit truc-là dans leur cœur et qui ont envie de s'exprimer ou même juste d'écouter autrui, ça peut peut-être vous aider. N'hésitez pas à venir. Ça se passera du coup à l'amphithéâtre 150 du bâtiment Maupertuis à partir de 18h15. On commencera à l'heure cette fois-ci comparé à d'habitude, donc n'hésitez pas à être à l'heure. Et du coup, par rapport au réseau, je reviens un petit peu, SOS-racisme sur Instagram, salam-shalom-salut, encore une fois, hein, c'est toujours le même Instagram. N'hésitez pas à suivre nos comptes Instagram respectifs. Il y a également la news étudiante Evry qui s'occupe de ce podcast. Vous allez voir du coup ce podcast et autres. Merci beaucoup de vous être déplacés. Merci Kaina. Merci beaucoup Cynthia. Merci Salma d'être venue. Pour répéter du coup, n'hésitez pas à nous follow sur nos réseaux respectifs, révolte-toi.evry, SOS-racisme, newsétudiante.evry sur Instagram. On va s'occuper de publier en commun tous les posts et toutes les communications nécessaires relatifs au podcast et à la permanence qui arrive le 19 mars prochain. Qui est relatif justement à la lutte contre le racisme. Venez prendre la parole, on vous la donne si justement vous voulez la prendre. Déjà, moi je voulais dire merci à toi Ryan et à toute l'équipe de Révolte-toi et de News Étudiants de nous avoir aidé à former, à concrétiser ce projet parce que ça fait un petit moment qu'on en parle en effet. Donc je suis très heureuse d'avoir concrétisé tout ça et si je peux avoir un dernier petit mot et je laisserai Cynthia conclure aussi, engagez-vous, mais juste engagez-vous à votre échelle, que ce soit avec ou sans SOS Racisme, juste à votre échelle, à vous-même, en parler autour de vous, vous questionner, ne pas laisser des choses se faire. Soyez acteur, en fait, de ce qui se passe. Parce que même si ça vous... Exactement. Parce que même si ça ne vous touche pas directement, sachez que si des personnes permettent des actions de haine, un jour, vous pourrez être vous-même, en fait, ces victimes de ces violences-là. Donc, prendre la parole, le dénoncer. Et en plus de ça, il y a des gens qui font ça de manière groupée, dans un collectif où il y a de la bonne ambiance. C'est pour ça que SOS Racisme, moi, en vrai, c'est pas anodin. C'est pas pour rien que j'ai aussi rejoint cette équipe-là, parce que on est tous ensemble à lutter contre les mêmes choses, contre toute forme de haine. Et c'est très encourageant de voir qu'on est nombreux. On n'est pas seul, en fait. Ne pas dire qu'on est seul à lutter contre toutes ces haines-là, parce que c'est vite impressionnant et c'est vite étouffant. Donc engagez-vous et entourez-vous bien. Je ne vais pas répéter tout ce que Salma a dit parce que je suis grave d'accord avec elle. Engagez-vous à votre échelle, ne restez pas seul face à ça. Vous avez la légitimité pour parler de vos sujets et de votre identité. Personne ne le fera mieux que vous. Et merci encore pour cette invitation. J'insiste vraiment sur le vous n'êtes pas seul. On n'est que 4 et sur 4 personnes, on a réussi à avoir 2 témoignages presque similaires. C'est vraiment très peu. Alors vous avez vécu quelque chose, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a forcément quelqu'un d'autre qui a vécu quelque chose de similaire et qui pourra vous comprendre. Donc venez le dire, venez prendre la parole. On vous le permet le 19 mars, mais il n'y a pas que ce moment-là. Venez à la permanence si vous êtes disponible. Si vous n'êtes pas disponible, contactez SOS Racisme, contactez-nous Révolte-toi Évry à l'échelle d'Évry. On peut toujours faire bouger les choses. Kaina, tu as peut-être quelque chose à dire avant que je clôture? Oui, à la fin, déjà, je voulais vous remercier à tous, vraiment. Je voulais vous remercier parce que c'est vraiment un très beau projet. Et j'ai envie de dire aussi, comme l'un de mes CPE me disait quand j'étais au lycée, si personne ne bouge, si personne ne fait les choses, eh bien, les autres personnes le feront à ta place.
Les autres vont choisir pour toi. Alors c'est pour ça qu'il faut s'engager. C'est pour ça, parce que moi personnellement je me suis engagée, j'ai décidé de m'engager parce que j'avais pas envie que les autres ils parlent à ma place de ce que je vis et de toutes mes problématiques. Alors vous aussi vous devrez faire pareil et la honte doit changer de camp. Ouais, on va vous laisser du coup sur ces paroles magnifiques que Madame Pellicot nous a laissées. La honte doit changer de camp. Merci beaucoup.